Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Page Mâchée, le podcast qui décortique pour vous les livres qui font l'actualité. One, two, three, four. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Page Mâchée. Bonjour, moi c'est Claire. Et moi Hugo, et on est vraiment ravis de vous retrouver. Page Mâchée, pour rappel, c'est le rendez-vous du mercredi où on décortique un livre pour en extraire l'essentiel. Voilà, on vous mâche le travail pour aller droit au but. Et aujourd'hui, on s'attaque à un livre qui a fait beaucoup de bruit, La psychologie de l'argent de Morgana Housel. Alors oui, et attention, ce n'est pas du tout un livre de finance classique plein de graphiques et de conseils pour acheter des actions. Non, pas du tout. L'idée centrale, qui est assez déstabilisante, c'est que bien gérer son argent, ça dépend beaucoup moins de notre intelligence que de notre comportement. Financier, selon Housel, c'est une compétence douce, un soft skill. Ce n'est pas une science exacte. On peut être un génie et finir complètement ruiné. Et pour commencer à décortiquer ça, il part d'une idée fondamentale qu'il résume en 3 mots. Personne n'est fou. C'est ça et c'est un point de départ vraiment crucial. Il explique que nos décisions financières, même celles qui peuvent paraître complètement irrationnelles vues de l'extérieur, elles ont leur propre logique. Une logique qui est façonnée par nos expériences personnelles. Ah d'accord, donc selon notre vécu, notre histoire, on ne voit pas l'argent de la même façon. Pas du tout. Il prend un exemple très parlant. Quelqu'un qui a grandi avec une forte inflation va voir l'épargne et les investissements d'une manière radicalement différente de quelqu'un qui a connu une période de stabilité. Leurs leçons personnelles sur l'argent sont totalement opposées en fait. Voilà. Donc personne ne prend une décision en se disant « tiens, je vais prendre une décision folle ». Pour cette personne, à ce moment-là, c'est logique. Je vois. Ça force à suspendre son jugement. L'exemple de billet de loterie dans le livre est assez éclairant là-dessus. Totalement. Pour quelqu'un qui a un bon salaire, acheter un billet de loterie, c'est statistiquement absurde. C'est jeter de l'argent par les fenêtres, oui. Mais pour quelqu'un avec de très faibles revenus, pour qui épargner quelques euros ne changera jamais la vie, ce billet, ce n'est pas un investissement. C'est l'achat d'un espoir. C'est le seul moyen tangible d'imaginer un autre avenir. Vu comme ça change tout. Ça change tout. La rationalité, en fait, elle est relative. Et une fois qu'on accepte ça, que la rationalité est subjective, on est obligé de chercher ailleurs les raisons des grands succès ou des grands échecs. Précisément. Et c'est là qu'il introduit 2 forces un peu invisibles qui gouvernent nos vies financières. La chance et le risque. Les jumeaux inséparables, comme il les appelle. Exactement. Les 2 faces d'une même pièce. Et leur impact est bien plus grand qu'on ne veut bien l'admettre. L'histoire qu'il utilise pour illustrer ça, c'est celle de Bill Gates. On croit la connaître, mais l'angle qu'il prend est fascinant. Oui, tout le monde connaît le génie de Bill Gates. Mais Housel nous rappelle un fait statistique qui est juste dingue. Vas-y. En 1968, Bill Gates était l'un des seuls lycéens au monde à avoir un accès illimité à un ordinateur. C'était une chance sur 1 million. Littéralement. Une chance sur 1 million. Sans ça, l'histoire de Microsoft aurait pu être... totalement différente. Ça, c'est le côté chance de la pièce. Et puis il y a le côté risque. L'autre face. L'histoire de son ami, Kent Evans. Une histoire tragique, oui. Kent Evans était son meilleur ami, tout aussi brillant, tout aussi passionné. De l'aveu même de Gates, ils auraient sûrement fondé Microsoft ensemble. Sauf qu'il est mort dans un accident d'alpinisme avant la fin du lycée. C'est le risque pur. La malchance. Un événement tout aussi improbable que la chance de Gates. c'est puissant comme dualité. Mais ça peut être un peu démoralisant, non? Si tout n'est qu'un coup de dé. Alors, c'est le point clé. La leçon n'est pas d'être fataliste. D'accord. La leçon, c'est d'abord de cultiver l'humilité. Quand on réussit, reconnaître la part de chance. Et ensuite, faire preuve de compassion. Quand quelqu'un échoue, reconnaître la part de risque. Et donc, ne pas juger une décision uniquement sur son résultat. Voilà. Une bonne décision peut mal finir et une mauvaise peut être sauvée par la chance. Il faut se concentrer sur le processus, pas sur le résultat isolé. Cette humilité, ça me semble être la condition pour comprendre l'idée suivante, qui est peut-être la plus difficile à appliquer. Savoir quand s'arrêter. Le piège du jamais assez. Ah, c'est une des parties les plus fortes du livre. C'est cette tendance qu'on a tous à déplacer la ligne d'arrivée. Dès qu'on atteint un but, on en vise un autre encore plus haut. Une course sans fin. Et l'histoire qu'il raconte pour illustrer ça, celle de Rajat Gupta, est terrible. Oui, c'est l'exemple parfait. Le type part de rien, il devient PDG mondial de McKinsey, sa fortune est estimée à 100 millions de dollars. Il avait gagné quoi? Il avait plus que gagné. Et pourtant, il finit en prison pour délit d'initié. Pourquoi? Il voulait devenir milliardaire. Les 100 millions n'étaient pas assez. C'est l'ironie absolue.
Il a risqué ce qu'il avait et dont il avait besoin pour quelque chose qu'il n'avait pas et dont il n'avait pas besoin. C'est ça. Et Housel offre l'antidote parfait avec cette anecdote géniale entre les écrivains Kurt Vonnegut et Joseph Heller. Ah oui, ils sont à une fête et Vonnegut dit à Heller « Ce milliardaire a gagné plus d'argent aujourd'hui que ton roman ne t'en a rapporté dans toute ta vie. » Et la réponse de Heller est magnifique, il répond calmement « Oui, mais j'ai quelque chose qu'il n'aura jamais. Assez. » Savoir dire « assez ». C'est la compétence la plus précieuse. Et ça m'amène à une autre distinction clé du livre, la différence entre être riche et être fortuné. Oui, riche versus wealthy. Ce n'est pas du tout la même chose et on confond tout le temps les deux. Explique-nous. Être riche, c'est avoir un gros revenu. C'est un flux et c'est très visible, la belle voiture, la grande maison. Mais être fortuné, c'est ce qui reste. C'est exactement ça. C'est l'argent qui n'a pas été dépensé. C'est ce qu'on ne voit pas. La vraie fortune est invisible. Ce qui nous conduit à son paradoxe de l'homme dans la voiture. C'est tellement vrai. On voit une voiture de sport et on se dit « Waouh, si j'avais cette voiture, les gens m'admireraient. » Alors qu'en réalité, on ne pense pas une seconde au conducteur. Non, on admire la voiture. On s'imagine nous au volant. Le conducteur étant figurant. Le paradoxe, c'est qu'on achète ces choses pour le regard des autres. Mais les autres ne nous regardent pas, ils regardent l'objet. Si on cherche le respect, l'humilité et la gentillesse sont bien plus efficaces. Donc si le but n'est pas d'étaler sa richesse, quel est l'intérêt de cette fortune invisible? Pour Husserl, la réponse est claire. La liberté, c'est le seul véritable objectif. La plus grande valeur de l'argent, c'est de nous donner le contrôle sur notre temps. Le summum de la richesse, ce n'est pas d'acheter des choses chères, c'est de pouvoir se réveiller le matin et se dire « Aujourd'hui, je peux faire ce que je veux ». C'est l'autonomie. Et pour y arriver, il y a des stratégies. La première, c'est de bien comprendre qu'il y a une différence entre devenir riche et rester riche. Ce ne sont pas les mêmes compétences, pas du tout. Pour devenir riche, il faut souvent de l'optimisme, prendre des risques. Pour rester riche, c'est presque l'inverse. Il faut de la frugalité et, comme il dit, une bonne dose de paranoïa. La survie devient l'objectif numéro 1. Exactement. Mieux vaut un rendement correct qui vous permet de rester dans le jeu qu'un rendement spectaculaire qui risque de vous anéantir. L'exemple qu'il prend, c'est Warren Buffett. Mais pas sous l'angle habituel. Il ne s'intéresse pas à ses coups de génie, mais à ce qu'il n'a pas fait. C'est ça qui est brillant. Le génie de Buffett, c'est d'avoir été un bon investisseur pendant plus de 75 ans, sans s'arrêter. Il a survécu. Il a survécu à toutes les crises, il n'a jamais été forcé de vendre au pire moment, il ne s'est jamais surendetté, il a juste duré. Et cette longévité a permis à la force la plus puissante en finance de faire son travail. Les intérêts composés? On croit connaître le concept, mais les chiffres sur Buffett sont hallucinants. C'est vertigineux. Sur sa fortune, la quasi-totalité, quelque chose comme 99%, a été accumulée après son 50e anniversaire. C'est fou. Et la majorité après ses 65 ans. Son secret, ce n'est pas le rendement, c'est la durée, le temps. Il a commencé à 10 ans. Les vrais gains arrivent tout à la fin. Et pour que le temps fasse son effet, il faut pouvoir rester dans le jeu, surtout quand ça secoue. Ce qui nous amène à un changement de perspective que je trouve génial dans le livre. Sa façon de voir la volatilité du marché. Ah oui, l'analogie du droit d'entrée, c'est une pépite. Explique. La plupart des gens, quand le marché baisse, ils voient ça comme une amende, une punition. On a fait quelque chose de mal, on panique et on vend. C'est exactement ça. On se sent stupide. Husserl dit qu'il faut changer de mot. Ce n'est pas une amende, c'est un droit d'entrée. Le prix à payer. Voilà. Personne ne s'attend à entrer gratuitement dans un parc d'attractions, on paie son billet. La volatilité, c'est le billet qu'on paie pour accéder au rendement à long terme du marché. Ce n'est pas un bug, c'est le prix normal. Changer un seul mot change toute la réaction émotionnelle. Une amende, on l'évite. Un droit d'entrée, on l'accepte comme faisant partie du jeu. C'est puissant. Très puissant. Si on accepte ce coup, on a beaucoup plus de chances de rester et de laisser le temps faire sa magie. Au final, si on résume, ce livre parle très peu de finance et énormément de psychologie. C'est vraiment ça. Il nous dit que la solution n'est pas dans la complexité des tableurs Excel, elle est dans la maîtrise de notre propre impatience, de notre ego, de notre peur. Le jeu se joue entre nos deux oreilles. C'est un guide pour la maîtrise de soi, en fait. Il nous rappelle que la survie est plus importante que tout et que le vrai but, c'est de racheter son temps. Exactement. C'était Page Mâchée. Merci beaucoup pour votre écoute.
On espère que cette analyse vous a plu. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau livre. Et d'ici là, bonne lecture.